Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'IRIS. Donc je me présente, je suis Louise Souverbi, chercheuse à l'IRIS où je travaille au sein du programme, défense, stratégie, armement et du programme Europe, Union européenne et OTAN et je vais avoir le plaisir d'animer ce soir, cette conférence autour de la thématique des drones, heu, en compagnie de 3 intervenants, de haute qualité, donc les que je présenterai en détail. Donc les drones semblent être devenus omniprésents dans les manières dans la conduite de la guerre. Cette omniprésence, elle se manifeste selon plusieurs axes de diversification. On peut en compter, 5, par exemple. Donc d'abord, les drones couvrent un spectre toujours plus large de missions, heu, de la surveillance au ravitaillement, en passant par les frappes, bien sûr. Le deuxième axe, c'est celui des milieux, puisque les drones sont présents, dans le milieu, aérien, naval et terrestre. Le 3 axe, celui des théâtres. Ils sont présents sur, un nombre croissant de théâtres, de conflits, dont les plus marquants sont sans doute, le conflit au Haut-Karabakh, en Ukraine, et la crise en mer Rouge. Heu, enfin, ils élargissent, le nombre de types d'acteurs, à la fois, du côté de l'utilisation des drones, puisqu'ils sont accessibles à des acteurs étatiques et non étatiques, mais ils élargissent aussi le périmètre des producteurs avec une implication, du secteur industriel, et technologique civil. Et dernier axe de diversification, et d'élargissement, c'est celui du spectre des types de conflictualité et des niveaux d'intensité, des conflits dans lesquels on va retrouver des drones, puisqu'ils sont présents, à la fois dans, des cadres de guerre à haute intensité. Donc par exemple, en Ukraine, ils sont utilisés selon des logiques de masse et d'attrition propres à la haute intensité, et on va les retrouver aussi, dans le cadre de guerres, dites hybrides, ou qui se sont manifestés, par exemple, en Europe avec l'utilisation de drones pour, des incursions aériennes, des incursions dans l'espace aérien européen. Dans les 2 cas, ils ont un fort impact psychologique, que ce soit pour les soldats, sur le terrain, ou pour, les populations civiles. Donc c'est une omniprésence perçue qui peut-être, résulter de biais d'analyse qui ont conduit à surestimer l'importance des drones. En témoigne un vocabulaire de la discontinuité, voire même de la disruption pour analyser ces capacités. On va parler parfois de changement de paradigme, de rupture technologique ou de game changer, pour donc décrire des capacités qui semblent effectivement redistribuer les cartes de la supériorité stratégique, qui se force à repenser les logiques industrielles et qui dépasse aussi peut-être certains cadres éthiques et juridiques, qui régulent la conduite de la guerre. Donc ces bouleversements, se manifestent, à la fois sur le plan opérationnel et industriel. Pour en citer quelques-uns, on a vu par exemple en Ukraine un phénomène de rééquilibrage capacitaire avec l'utilisation de drones navals qui a permis à l'Ukraine de contester la supériorité, heu, en théorie, de la flotte, russe. On a aussi des nouvelles logiques, industrielles, heu, qui sont caractérisées par comme je le disais, une forte implication du secteur civil et puis aussi une accélération de l'innovation, du développement, de la production. Et enfin, une problématique d'asymétrie des coûts, avec, des drones peu coûteux qui parfois, permettent de saturer des systèmes de défense plus onéreux. Malgré ces mutations, heu, très importantes et indubitables, le vocabulaire de la rupture mérite, d'être nuancé ou à minima interrogé. C'est pour ça qu'on a choisi, aussi le terme d'emblème, pour la conférence de ce soir, pour essayer d'analyser les drones, à la fois comme révélateurs et accélérateurs de transformation dans la conduite, des conflits, dans la conduite de la guerre. C'était d'ailleurs, ça entre en résonance avec un des numéros précédents de la revue internationale et stratégique, que j'ai dirigé sur le sujet armement et arsenalisation et qui, essayait de mettre, en lumière les dynamiques des conflictualités modernes au prisme, des moyens employés pour les mener et les drones, en fait, s'inscrivent, parfaitement dans un certain nombre de ces dynamiques, qu'on avait mis en avant. Donc, d'abord, comme moyen multiplicateur d'impact,
puisque, donc la guerre a toujours mobilisé des moyens militaires et un levier psychologique, et aujourd'hui, ces moyens, enfin ces stratégies sont on voit leur impact démultiplié, par, la numérisation, l'automatisation, l'autonomisation et les drones participent, de ce phénomène. On a aussi une dynamique d'extension des conflictualités, donc de la terre vers la mer, vers l'espace aérien et puis la très haute altitude, les fonds marins, et tout ça nécessite, des moyens pour surveiller et pour opérer dans ces espaces et les drones accompagnent et alimentent, ce phénomène d'extension. Enfin, on a aussi, une mécanique d'accélération du tempo des conflictualités et du rythme d'innovation, comme je le disais. Une ambiguïté croissante, heu, entre, enfin, sous le seuil de la guerre ouverte et sous le radar de l'attribution et les drones semblent être un moyen parfait, pour mener ce type d'action ambiguë. Heu et puis, dernier point, donc la mise au défi de l'architecture normative, qui encadre les moyens de la guerre et donc les drones, contribuent à cette mise au défi. Donc on va se demander ce soir dans quelle mesure et selon quelles conditions les drones sont structurants pour les conflictualités, modernes, quelles, possibilités opérationnelles ils ouvrent, quelles contraintes ils vont, lever ou déplacer, et quelles évolutions ils induisent à la fois dans les manières de faire la guerre et dans les manières d'en produire les armes, que ce soit en rupture avec les modèles existants ou en prolongement et en renforcement de dynamiques, et de tendances, préexistantes. Donc pour discuter de ces questions, donc comme je le disais, 3 intervenants. D'abord Julia Tomasso, donc tu es chercheuse à l'IRIS au sein du programme Défense, Stratégie, Armement et du programme, Afrique du Nord, Moyen-Orient, spécialiste en particulier de l'Iran, et tu as travaillé notamment sur, les, industries de défense, turques, iraniennes et de la région, dont tu te spécialises sur laquelle tu te spécialises, pardon. Jean-Pierre Molny, vous êtes, directeur adjoint de l'IRIS, et vous dirigez également le réseau ARES des chercheurs européens spécialistes des questions d'armement, et donc vous êtes spécialiste de la politique de défense française et des questions de défense, en particulier, liées, aux questions d'armement. Et enfin, Victor Masson, vous êtes, chargé de recherche, à la FRS, donc spécialité sur les questions de défense et de sécurité avec un prisme, opérationnel et en particulier naval, puisque vous avez été, officier aspirant, rattaché, au cabinet du chef d'état-major de la marine. Donc merci à tous les 3 d'être là ce soir. Donc pour commencer, c'est vers, vous que je me tourne avec une première question pour peut-être replacer, la situation actuelle dans un temps long sur l'évolution, de l'usage des drones et des technologies employées puisque de la guerre contre le terrorisme aux conflits les plus récents, on a, des types d'usages qui se sont diversifiés, donc mais au cours même de la guerre en Ukraine, on est passé, de drones Bayraktar au début du conflit, à des drones tout à fait différents aujourd'hui. Donc concrètement, pour quelles missions les armées emploient-elles les drones et comment les usages des drones et les technologies employées ont-elles, évolué au cours des dernières, années, voire décennies? Heu, Bonsoir à tous. Merci pour la question qui est évidemment, très simple, hein, et à laquelle il va être, facile de répondre en 5 minutes. Toujours. Heu, on parle beaucoup de drones, hein, c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, on parle des drones FPV, des drones Bayraktar, des drones Reaper, des Shahed. Je pense qu'il est déjà nécessaire de faire un tout petit point sur ce que ce terme désigne. Donc en fait, on parle d'un système non habité, piloté à distance et qui va embarquer un degré variable d'autonomie, qui peut aller à l'autonomie totale du système, même si on n'y est pas encore, hein, on en est même assez loin. Alors, la guerre en Ukraine et puis même quelques conflits précédents ont beaucoup mis en avant, ces drones, mais il ne faut pas oublier que, les expérimentations sur les systèmes, non habités, datent d'il y a quasi un peu plus d'une centaine d'années aujourd'hui. Le premier drone, c'est 1917, qui a été fait, voler par un Français, Max Boucher. Voilà, donc c'est, sur 500 mètres à 50 mètres de hauteur, hein, mais c'est très modeste, hein, mais c'est un début et finalement les Britanniques et surtout les Américains vont se saisir assez rapidement,
de ce type, de système pour faire de l'entraînement. On voit beaucoup de production de drones, heu, aériens, pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire de l'entraînement. Ça devient en fait des drones cibles, pour les bâtiments et aussi pour les pilotes. Si on avance encore un peu dans le temps, la guerre du Vietnam, a été un, 1er conflit dans lequel les drones ont été utilisés pour faire du renseignement, pour faire de, l'imagerie, sur la ligne sur les lignes adverses, et plus tard, ça est devenu aussi des brouilleurs. Donc il y a 2 guerres qui ont largement contribué au développement et à l'utilisation des drones, qu'il faut garder en tête, ce qui elles expliquent beaucoup de choses après. La guerre du Kippour et la première guerre du Golfe. Les Israéliens, la guerre du Kippour, ça a été une vraie prise de conscience pour eux du besoin, de développer ces systèmes autonomes et de pouvoir assurer une permanence de surveillance, aérienne, et voilà, c'est vers les systèmes dronisés, qui se sont tournés, ce qui explique en partie pourquoi Israël est aujourd'hui un des producteurs et un des pays, les plus, en avance, dans ce domaine. 2e conflit que j'ai mentionné, donc la première guerre du Golfe, qui est considérée par l'US Navy comme la première guerre des drones. Voilà, c'est le premier conflit sur lequel, à tout moment, vous avez un drone en vol, sur la totalité du conflit. Voilà, donc depuis, c'est devenu un objet qui est omniprésent, Balkans, Afghanistan, Irak, Libye. Les drones font partie, du quotidien des militaires, même si on était sur évidemment des systèmes qui sont bien différents de ce qu'on peut voir en Ukraine aujourd'hui. Donc l'emblématique, Predator, qui a eu, des dérivés après, mais est assez significatif de l'évolution des drones. On est d'abord sur un objet qui est là pour faire de la surveillance et de la reconnaissance, et très vite les militaires, les Américains en premier, ont, mis et équipé, ces systèmes de missiles, les Hellfire, et donc ce sont devenus des armes pour conduire des frappes, notamment pendant la guerre contre le terrorisme. Donc la dernière décennie a vu un usage croissant de ces drones, mais surtout un développement des drones moins chers et plus faciles. La première mention Le premier acteur qu'il faut mentionner sans doute quand on parle de ce type de drone, c'est l'État islamique. Dès 2011, on a des documents et des preuves qu'ils s'intéressent à ce type de technologie, et là encore pour faire de la surveillance et puis très rapidement pour faire des frappes, hein. Les premiers morts qui sont attribués à un drone sur lequel un explosif a été plugué, c'est 2016, hein, sur 2 soldats kurdes et 2 soldats français qui ont été blessés aussi. Alors le drone n'a pas directement frappé, ces soldats, il a été, de mémoire abattu, et c'est en le ramassant que l'explosif s'est déclenché. En fait, à partir de 2017, l'État islamique a fait un usage de plus en plus important, des drones, et notamment de ce qu'on peut considérer comme des drones munitions, ou alors des drones qui allaient larguer des explosifs, sur les adversaires. Pendant la bataille de Mossoul, en 2017, les médecins rapportent qu'il y avait à peu près une dizaine de blessés chaque jour qui arrivaient en raison de frappes de drones. Le deuxième conflit qui a vraiment, largement mis en avant, les capacités dronisées et l'intégration de ces drones par les forces armées, c'est le conflit au Haut-Karabakh. Là, l'Azerbaïdjan a démontré une utilisation croissante des drones dans leurs opérations. Alors, on voyait à la fois, les drones Bayraktar, donc les TB2, qu'on a vu aussi au début du conflit en Ukraine, et puis là aussi, des développements de drones pour larguer des munitions ou de drones munitions, directement. On estime, même si c'est assez difficile d'avoir les chiffres réels, qu'environ 45 des pertes matérielles pendant ce conflit, sont liées à des frappes de drones. Si on passe au sujet, plus actuel, hein, qu'est l'Ukraine, et qui, je suppose, vous intéresse tous si vous êtes ici. Sans faire un historique absolu de toutes les évolutions de drones, qu'on a pu avoir depuis 4 un peu plus de 4 ans maintenant, parce que très honnêtement, on en aurait pour la soirée, et il faut bien se rendre compte que, le conflit en Ukraine a mis en place un système d'évolution technologique sur les drones, qui rend, ouais, on va pas dire obsolète, mais qui va avoir de nouvelles itérations tous les 2 à 3 mois. Faire un historique, vous imaginez, sur 4 ans est un peu compliqué. La situation, telle qu'elle est aujourd'hui, on peut estimer qu'entre 60 et 70 des pertes matérielles et humaines, sont le résultat de frappes de drones, aujourd'hui. Les drones se sont imposés comme un capteur, hein, comme un relais de communication et comme un effecteur majeur pour les 2 belligérants. En fait, fondamentalement, les drones constituent le système nerveux, de plus en plus automatisé, qui conditionne les feux et les mouvements des 2 armées. Donc c'est à la fois des jumelles, des munitions, des moyens de ravitaillement,
Ils s'imposent aussi dans le combat de contre-batterie, de reconnaissance en profondeur. En fait, les drones sont omniprésents. Ils aident à pénétrer, les défenses aériennes, donc ils accompagnent des vecteurs plus classiques, les missiles, mais ils participent aussi à la défense aérienne aujourd'hui, puisque vous avez des drones qui interceptent, des drones. Vous avez des un véritable combat aérien, dronisé. Là aussi, plus récemment, on a vu le développement donc des robots, des UGV, Unmanned Ground Vehicles, qui amènent, et qui renforcent les capacités de ravitaillement, d'évacuation de blessés depuis la kill zone, la ligne de front, même s'il ne faut pas parler de ligne de front aujourd'hui en Ukraine, qui assurent la logistique du dernier mètre et qui peuvent même, aujourd'hui, amener de nouvelles capacités d'assaut. Très récemment, les Ukrainiens ont annoncé avoir conduit un assaut 100 robotisé et avoir pris une position, grâce à ces technologies. Le développement des robots terrestres est un peu plus, récent puisque l'investissement massif, c'est après, l'échec de l'offensive de Koursk. On pourra y revenir dans les questions évidemment, si vous voulez approfondir sur le sujet. Mais quand on parle de l'Ukraine, plutôt que de parler des drones et des missions, qu'ils peuvent remplir au sein des forces armées, je pense qu'il faut prendre, un peu de hauteur et regarder ce qu'est la dronisation, en fait, finalement, des armées. La dronisation, c'est pas juste, le fait d'utiliser des drones, c'est le résultat d'un processus beaucoup plus long, qui a été mis en place depuis plus d'une dizaine d'années, de numérisation, d'infovalorisation et d'automatisation des processus. En fait, il ne s'agit pas d'utiliser les drones tels quels, hein, mais de constituer et de produire un environnement dans lequel ceux-ci seront valorisables. Aujourd'hui, un drone, le flux vidéo que vous avez sur un drone, il va être évidemment disponible pour l'unité, mais grâce à l'écosystème qui est mis en place, notamment Delta, en fait, les informations vont circuler à l'échelle de l'armée ukrainienne et vont pouvoir être exploitées au mieux et le plus rapidement possible par d'autres unités. Donc le développement, de systèmes ce qu'on appelle la situational awareness et de battle management sous forme d'applications mobiles, donc Delta notamment, permet une fusion des données et l'exploitation de celles-ci. Le pro C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ce processus-là qui crée la dronisation et qui fait que les drones sont aujourd'hui un outil absolument indispensable, sans doute, dans les conflits au XXIe siècle. C'est pas une arme miracle, il faut bien en avoir conscience. Aujourd'hui, pour l'Ukraine, cette machine prend plus largement la forme de ce qu'ils appellent le projet Droneline. C'est une initiative qui vise à instaurer une no-go zone, donc une kill zone de 15 kilomètres de profondeur sur l'ensemble du territoire ukrainien. Aujourd'hui, les militaires ukrainiens eux-mêmes estiment que 80 à 90 de la ligne de front tient grâce à ces systèmes-là. Je pense que ça fait une bonne synthèse et on va s'arrêter là pour l'instant. Évidemment, si vous avez des questions après, on y reviendra. J'ai peut-être avant de passer la parole une petite, question, sur le sujet de la coopération homme-machine. Parce que j'imagine que dans l'ensemble des systèmes que vous avez mentionnés, c'est pas les mêmes modalités. Est-ce que, peut-être brièvement, vous pourriez, nous donner quelques éléments, sur les différentes modalités, de coordination, coopération, homme-machine, enfin soldat-machine et man-on-man teaming? Hem Aujourd'hui, au-delà des unités qui sont 100 dronisées, qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre de ce que vous avez, en fait, les drones sont omniprésents et appuient l'ensemble, des, systèmes plus traditionnels. L'artillerie, par exemple, hein, quand vous allez avoir une frappe d'artillerie, et bah, la seconde frappe va être recalibrée grâce à l'utilisation des drones que vous avez. Et justement, grâce à un certain nombre d'applications et d'écosystèmes qui ont été créés par les Ukrainiens, c'est vous avez une mise en place assez simple et une lecture assez simple des informations qui sont disponibles grâce à ces réseaux de drones. Un drone de surveillance va vous permettre de voir où est l'adversaire, là où est l'ennemi, de le frapper et éventuellement de recalibrer ce que vous avez. L'interface, elle se fait très simplement au niveau d'applications mobiles qui peuvent être disponibles sur un téléphone portable, évidemment sécurisé, avec des applications qui sont cryptées, mais relativement facile d'utilisation et vous aurez accès aux données, qui concernent votre zone, de manière assez claire. La limite, il semblerait, c'est qu'il n'y ait pas de, Blue Force Tracking, donc ils ne voient pas les positions des unités ukrainiennes quand ils utilisent leur propre application. Merci beaucoup pour, ce premier panorama déjà très complet et je pense qu'il était nécessaire pour poser le cadre
de cet, échange. Julia, je me tourne vers toi, puisqu'on l'a dit, les drones représentent un certain nombre de défis opérationnels et industriels en raison d'un phénomène d'asymétrie, des coûts qu'ils engendrent. On a vu que, par exemple, en mer Rouge, les Houthis ont rendu une équation économique assez difficile, entre des drones finalement peu coûteux et des intercepteurs au contraire, très chers. Heu, Comment tu analyses ce mécanisme d'asymétrie? Est-ce qu'il est structurellement en faveur de l'attaquant? Et est-ce que, quelles solutions opérationnelles et industrielles, heu, ont été, mises en œuvre pour, tenter de résoudre cette équation? Merci Louise. D'abord pour répondre à ta question, je pense que c'est important de partir d'un constat aujourd'hui qui est assez simple. C'est que les conflits actuels, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, nous montrent que de un, les stocks s'épuisent très vite, de 2, que les chaînes de production qui sont conçues dans des temps de paix, peinent à suivre le rythme et que, les armées aussi redécouvrent qu'on ne gagne pas forcément une guerre, parfois une guerre longue, avec des systèmes qui sont uniquement des systèmes chers et des systèmes parfaits ou du high-end. Et cette question du coût, ce coût des systèmes, elle est pas nouvelle. Et là, je refais un peu d'histoire, comme, Victor aussi. Dans les années 70, Norman Augustine, qui était le CEO à l'époque de Lockheed Martin, qui est donc une entreprise d'armement américaine, avait proposé une loi qui était une loi assez provocatrice à l'époque, et qui s'est appelée la loi Augustine, après coup, selon laquelle, selon lui, les coûts, et le rythme d'augmentation des coûts, des armes aujourd'hui, un jour, donc il avait dit 2054, avec ce rythme-là, le budget de défense américain ne permettrait plus que d'acheter un seul avion de combat. Donc c'était une loi, assez provocatrice qui avait fait, tiquer, plus d'un. Mais ça avait mis aussi, ça avait été quand même pris assez au sérieux et ça avait mis la puce à l'oreille, des fabricants. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, et je parlerai avec toute cette digression pour parler d'Iran après, mais vous verrez, parler d'asymétrie. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les coûts des programmes comme le F-35, aux États-Unis, on comprend que cette intuition, elle est pas complètement absurde parce qu'ils coûtent extrêmement cher, aux États-Unis. Ce sont des systèmes qui sont certes performants, mais dont le coût d'acquisition, le coût de maintenance et de remplacement, est devenu considérable. Et donc, à l'inverse, il y a certaines armées, certains pays qui utilisent, non pas des modèles qui sont très performants, comme les États-Unis, mais l'Iran, par exemple, qui va utiliser un modèle low cost. Ce ne sera pas par idéologie, mais par contrainte, parce qu'il est obligé de le faire aussi, et je reviendrai là-dessus après. Et c'est une logique complètement différente, en fait. C'est que ces armées ne cherchent pas, en fait, la perfection ou, technologique, mais plutôt un compromis qui est finalement stratégique pour eux, c'est-à-dire accepter une performance qui est relative, mais pour obtenir quelque chose de décisif, c'est-à-dire, la résilience, la rapidité de production, l'adaptabilité, l'innovation et cetera. Et donc dans les conflits actuels, je pense que cette logique, elle est plus du tout marginale, en fait, elle est devenue structurante, et on le voit avec le drone justement. Je pense que c'est important de sortir, on parlait de drone, comme l'emblème aujourd'hui. Le drone en tant qu'objet à part est certes l'emblème des champs de bataille modernes aujourd'hui, mais c'est aussi il met en évidence l'émergence d'une asymétrie, économique qui est particulièrement marquée entre l'offensive et la défense et l'attaque et la défense. Donc en Iran aujourd'hui, un drone, de type Shahed dont on entend beaucoup parler, va coûter selon certaines estimations entre, 20 000 et 50 000 et ces estimations, elles ont été revues à la baisse il y a 2 semaines maintenant. Il y a un chercheur qui a dit qu'il coûterait en réalité entre 5 et 15 000. Voilà, c'est un peu pour vous donner, une idée. Mais en face, comme le disait Louise, les systèmes d'interception coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, voire, de millions de dollars aussi. Donc, c'est vrai que dans certains cas, comme dans les pays du Golfe aujourd'hui, face à des drones, les coûts de défense sont jusqu'à 10 fois, plus élevés, que les armes qui sont utilisées pour les attaquer. Donc je pense que, comme je disais, ça montre quelque chose de structurant et c'est que l'attaquant aujourd'hui n'a pas besoin, en fait, n'a besoin que de certains impacts, de quelques impacts pour produire des effets économiques, des effets sur le long terme. Alors que la défense, qui coûte très cher, montre, qu'elle est soumise à une contrainte qui est beaucoup plus forte finalement, c'est qu'elle doit être quasi parfaite. Elle doit tenir.
Donc c'est précisément cette logique que l'Iran a mis en place et a intégré un petit peu de manière cohérente dans sa doctrine militaire. Hem et l'Iran, en fait, a développé si on peut essayer de la résumer en quelques mots, c'est une doctrine ou une stratégie, plutôt une stratégie de compensation asymétrique et donc qui est pas fondée sur la supériorité technologique comme vous le disiez, mais sur le nombre, sur la dispersion, sur la saturation. Et donc il ne s'agit pas de vaincre militairement, les États-Unis ou Israël. L'Iran le sait très bien qu'il ne peut pas aujourd'hui vaincre, les armées les plus puissantes du monde. Par contre, il peut imposer un coût. Il peut imposer, il peut user, il peut harceler, il peut prolonger le conflit et il peut imposer un coût économique comme on le voit aujourd'hui, dans le détroit d'Ormuz. Et donc je pense que c'est une guerre du temps aujourd'hui que mène l'Iran, plus qu'une guerre de conquête et cette guerre du temps, il la mène aussi grâce à cette asymétrie entre, l'offensive et la défensive. Et le cas des Houthis aujourd'hui, il est aussi, révélateur de cela. Les Houthis utilisent les drones pas parce que, parce que précisément parce qu'ils ne sont pas technologiquement, supérieurs, mais que c'est aussi un outil d'accès à la conflictualité. C'est un moyen de peser sur le théâtre maritime, de perturber les flux commerciaux, d'installer en fait une menace crédible, mais un coût qui est plus faible. Et aujourd'hui, leur industrie, elle a développé une industrie d'assemblage aussi. Donc, ils peuvent assembler les drones au Yémen. Certains composants restent dépendants de l'Iran, mais il y a quand même une partie qui est assemblée là-bas. Alors, est-ce que cette asymétrie, elle est favorable à l'attaquant? Dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que oui, pour des configurations comme celle de l'Iran, parce qu'en fait, l'attaquant peut choisir, le moment, en fait, le volume, le coût de l'engagement, tandis que le défenseur, lui, doit être prêt en permanence et à absorber l'attaque. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'Iran a bien compris que dans la guerre actuelle, en fait, celui qui impose le rythme des dépenses, c'est aussi celui qui a, un avantage stratégique, dans cette guerre. Cette asymétrie, évidemment, elle est pas absolue. Elle dépend fortement de la capacité justement du défenseur à s'adapter et c'est là qu'on voit des solutions qui se mettent en place, et des évolutions donc qui sont à la fois opérationnelles, et industrielles. Sur le plan opérationnel, il y a plusieurs adaptations. D'abord l'utilisation de moyens qui sont moins coûteux pour intercepter donc les menaces. Victor en parlait tout à l'heure, comme le brouillage électronique. Il y a aussi les lasers, qui se mettent en place. Les lasers, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en train de développer cela. Le fonctionnement, il est assez simple, en fait. C'est qu'ils essayent d'envoyer de l'énergie pour essayer de brûler, en fait, les drones et donc les moteurs ou les cartes électroniques, de drones. Ça coûte relativement peu cher, mais c'est pas produit en masse aujourd'hui. Je sais que les États-Unis en ont 8 aujourd'hui. Voilà, c'est pas utilisé, amplement. D'un point de vue offensif, il y a aussi, des drones qui vont se développer. Là, depuis le début de la guerre, là, le 28 février, de cette année, les États-Unis c'est un peu passé sous le radar, mais les États-Unis ont développé un drone qui s'appelle le drone LUCAS, et qui a été introduit, dans la guerre en Iran et qui montre aussi que les armées aujourd'hui intègrent quand même, justement ce tournant économique du champ de bataille et il ne s'agit plus seulement d'être uniquement performant, tout le temps, mais d'être aussi soutenable dans la durée. Donc les États-Unis ont produit ce drone LUCAS. Sur le plan industriel et je sais que Jean-Pierre y reviendra, par la suite, mais la transformation, elle est encore plus profonde. Pour que les armées puissent s'adapter, ça passe aussi par une intégration du civil, du dual, dans les chaînes de valeur, des technologies. Et je pense que, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui dans pour penser un peu cette asymétrie entre le coût de l'offensive et de la défensive, c'est qu'il ne faut pas seulement se dire qu'il faut choisir entre le high-end, comme disent les Anglais, et le low-end ou le low cost, mais c'est de savoir comment articuler intelligemment les deux. Et en 2025, le Royaume-Uni, ils ont publié leur Strategic Defense Review et ils disaient dedans: «La guerre future reposera sur une combinaison évolutive de capacités haut de gamme et bas de gamme». Parce que je pense que le haut de gamme pour les armées reste indispensable pour certaines missions critiques, mais sans masse, sans profondeur industrielle, en fait, sans solutions qui sont économiquement soutenables et qui s'adaptent aussi, on devient plus vulnérable. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'erreur, ce serait peut-être de se concentrer uniquement sur l'objet drone et de pas prendre la mesure, en fait, de l'écosystème, que ça implique et tout le potentiel adaptatif.
Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Jean-Pierre, je me tourne vers vous maintenant, pour parler, d'industrie, puisque ce qui frappe, au sujet des drones, c'est en partie, une porosité entre les secteurs civils et celui de la défense. En Ukraine, on a vu des fabricants de drones, de loisirs qui ont été impliqués dans la production de drones pour les forces armées du pays et plus largement, c'est un segment capacitaire qui voit l'émergence de tout un écosystème d'entreprises, en Europe notamment, qui ne correspondent pas forcément au modèle traditionnel, des entreprises, des bases industrielles et technologiques de défense. Alors en quoi, ces modèles-là remettent, en question, les modèles industriels classiques de défense? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles? Voilà, quel est le paysage aujourd'hui, au niveau industriel? Merci Louise. D'abord merci pour avoir organisé cette conférence, parce que visiblement il y a beaucoup de monde, donc le sujet intéresse, beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, sur le sujet, notamment sur la question opérationnelle et puis, sur la question des coûts. Hem, bon, peut-être plusieurs points. Bon, les drones, ça a été dit, c'est pas nouveau. Ceux qui les ont utilisés, on va dire, de manière très importante dès les années 90, c'est les Israéliens et les États-Unis. Il faut bien dire que les Français ont raté comment dire? Le virage du drone. Ils l'ont raté notamment dans les années 2000 parce que, ils ont pas perçu quel pouvait être l'avantage opérationnel des drones. Et quand ils ont commencé à travailler sur le sujet, ils ont travaillé sur le sujet, sur des idées de drones qui étaient des drones de reconnaissance, mais selon une façon de travailler qui était un peu comme les programmes d'armement, classiques. Et alors, bon, peut-être que certains se souviennent de l'échec de l'Euromal dans la fin des années, 2000, hein, qui était un gros programme de drones qui a été, abandonné, qui est repris aujourd'hui sur l'Eurodrone, mais pour découvrir que finalement on ne commandera pas d'Eurodrone. Donc un gros drone de reconnaissance. Sans parler des Allemands qui avaient, à un moment, envisagé un drone de reconnaissance, haute altitude, longue endurance, c'est-à-dire un drone encore plus grand, basé sur le Global Hawk américain. Et là, bah, le programme s'est arrêté et ça a coûté, son poste à un ministre de la défense allemand, parce que ça a été un échec, financier. Je pense que, pour ce qui est il faut bien voir que sur les questions, d'armement, c'est quand même la technologie qui fait à un moment le virage, heu, dans les doctrines de conduite de guerre. Et là, c'est un cas typique. Vous avez une technologie, et donc vous allez l'utiliser différemment. Peut-être que la chose qui est un petit peu, différente, c'est que paradoxalement, c'est plutôt des pays, on va dire émergents, qui ont commencé à utiliser cette technologie, dans des doctrines opérationnelles totalement nouvelles. Moi, je ne parlerai pas d'asymétrie. Je considère que finalement, bah, ils ont trouvé un autre moyen d'utiliser une technologie, mais qu'on maîtrisait, et mais que simplement qu'on n'a pas développé. Je vous ai parlé des gros drones. L'écosystème français, de drones, bah, il existait dans les années 2000. Moi, je me souviens d'avoir visité au début des années 2010, Aerospace Valley, en Aquitaine. Il y avait tout un tas de boîtes qui commençaient à fabriquer des drones, et pas des gros drones, des petits drones, sauf qu'il y avait pas de commande militaire. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers le marché civil. Et c'est là qu'on arrive à une question, la dualité, bah, la dualité, elle vient du fait que vous avez quelque chose qui vole, et puis vous avez quelque chose qui est commandé à distance. Mais quelque chose qui vole et qui est commandé à distance, même les avions civils, hein. On a commencé, aujourd'hui, on peut faire atterrir des avions civils sans pilote dans l'avion. Donc, vous avez quelque chose finalement qui est par nature, qui peut avoir une application civile et militaire, et dont on a finalement développé d'abord l'application civile dans nos pays, avant d'avoir une application militaire.
Et donc, bah, on a découvert que dans ce qu'on pourrait appeler l'art de la guerre, bah, effectivement, il pouvait être utile de fabriquer, beaucoup, pas très cher, et puis d'intégrer ça dans des doctrines de défense qu'ont parfaitement fait, les Azéris dans la guerre du Haut-Karabakh. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'en France s'est dit: «Ouh là, effectivement, il y a des choses à apprendre de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh à ce moment-là». Et donc le virage, il est pris en France, en fait. Aujourd'hui, vous avez des tas de programmes qui sont en cours de route pour fabriquer, soit des loitering munitions, c'est-à-dire des munitions rôdeuses, qui sont une forme de drone, soit des drones à bas coût. C'est-à-dire que le virage, on le prend. On n'est pas en train de se dire, encore une fois, que c'est une asymétrie. Alors, la question qui se pose, c'est sur le modèle. Alors là, le modèle, je vous avouerai franchement qu'on est en train de justement, on est en train de commencer à travailler sur le sujet et le modèle, c'est l'écosystème, je pense pas qu'il faille partir du drone, en fait. Le drone, c'est un exemple d'un écosystème de défense qui est peut-être en train d'évoluer et un écosystème qui part de quelque chose qui est, au fond, qui peut avoir une application civile et militaire et qui peut être développé, si vous avez des petits drones, simplement par des PME et des startups et pas par des grandes entreprises de défense qui font des grands programmes d'armement avec des processus d'acquisition très longs par les ministères de la défense. Alors, beh, pour terminer, puisque j'avais dit à Louise que je serais un peu long sur la première partie, en fait, les modèles, il y en a certainement plusieurs aujourd'hui. Vous avez le modèle du drone fabriqué, alors je vais peut-être plus me limiter à l'aérien là, hein, par la PME et start-up. Vous avez le modèle où vous avez une grande entreprise, comment dire? Qui développe en coopération avec une PME ou une start-up un drone et une lottering munition ou une munition rôdeuse. On a le cas, par exemple, aujourd'hui avec MBDA, de l'air, et KNDS, EOS, donc sur ce qu'on appelle une munition donc téléopérée. C'est-à-dire que là, la grande entreprise se dit: «Bah, attends, je vais m'allier avec le petit parce que le petit, lui, il sait me développer, quelque chose que moi je mettrai, plus de temps, ça coûtera plus cher et ce sera plus long». Ça, c'est le deuxième modèle. Vous avez le troisième modèle, alors là, c'est une tentative de la DGA, c'est, la question qu'on voit avec Turgis et Gaillard, qui est, une entreprise qui fait de l'aérostructure et qui pourrait développer un drone certainement pas très cher. Mais ces petites entreprises, elles n'ont pas des capacités d'industrialisation massive parce que, le nombre, c'est bien tout ça, mais pour avoir du nombre, il faut pouvoir industrialiser et avec des quantités de production, importantes. Et là, Turgis et Gaillard, l'idée, c'est de voir avec Renault si, Renault pourrait pas faire la fabrication, sachant qu'on est dans une période où le secteur automobile est en crise. Donc là, on est dans de la reconversion, d'industrie vers le domaine militaire, mais c'est pas Renault qui va fabriquer l'armement. Renault va juste le produire. Alors, on va voir ce que ça donne, hein, parce que la production d'un drone, c'est pas la production d'une R5 ou d'une Clio, c'est quand même un peu différent. Et puis ensuite, vous avez mais ça, c'est je dirais, c'est peut-être le modèle, alors je ne sais pas si c'est le plus évolué, mais c'est le plus novateur. C'est ces entreprises qui sont absolument pas des entreprises de défense, mais qui développent des technologies qui vont au-delà du drone, parce que c'est quoi un drone? Ben, c'est un machin qui vole, mais c'est pas le machin qui vole qui est important dans le drone. Dans le drone, ce qui est important, c'est, tout ce qui a été dit par, monsieur Masson, c'est toutes les questions de liaison de données et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est là que vous voyez de nouvelles, entreprises qui sont en train de naître, qui sont plutôt des entreprises qui font de l'IA et qui se disent: «Mais, il y a un marché de défense, mais qui est pas limité aux drones, hein, nécessairement, sur lequel je pourrais me développer». Et c'est là que vous trouvez des entreprises comme, Anduril, aux États-Unis, comme Helsing, en Europe,
Éventuellement même dans l'entourage de tout ça, une boîte comme Palantir, aux États-Unis avec des modèles économiques totalement différents. Parce que ce sont des entreprises qui sont basées sur du civil, avec des développements qui sont beaucoup plus rapides, qui sont pas liés à la conduite des programmes d'armement classiques. Parce que tout ça implique également une révolution dans la façon dont on conduit un programme d'armement. Parce qu'on va pas conduire un programme d'armement sur un drone avec de l'IA, comme on va conduire un programme d'armement, sur un F-35, ou un Rafale. Ça va être totalement différent. Et l'autre phénomène qu'on voit apparaître, c'est que comme ces boîtes font de l'IA au départ, bah, elles sont pas, impactées par toutes les questions nécessairement au départ par toutes les questions ESG. L'IA, pour l'instant, il y a peut-être ce qui sera une bulle économique, hein, mais vous avez des capacités de levée de fonds de ces entreprises, qui sont absolument fantastiques et que vous ne trouvez pas chez les industriels de défense. Alors, on est au début, hein, de tout ça, de ce processus. C'est encore peut-être trop tôt d'en faire une analyse, mais en tout cas, il faut regarder tout ça parce qu'il y a une forme de new defense qui est en train de naître et ce new defense, pour moi, c'est pas la question du drone, hein. C'est véritablement la question de savoir comment on conduit un programme d'armement, avec quelle technologie et comment vous avez cette interpénétration entre des entreprises qui, au fond, sont des entreprises qui développent une technologie pas et qui se disent pas au départ: «Je vais faire de la défense». Je dis: «Je vais faire du civil, il y a un marché de défense qui se développe, je vais faire de la défense». Ça se passe comme ça et ça donc on va voir comme il faut vraiment regarder très, très attentivement comment ça va évoluer parce que peut-être que là aussi on a un retard, y compris les États-Unis, hein, d'ailleurs, un retard sur ce développement d'un nouveau, modèle «industriel» entre guillemets de défense. Merci Jean-Pierre. Victor, je reviens vers toi parce que tu as mentionné donc dans ta première intervention un nombre de cas, d'usage et de conflits, dans le temps long et assez variés. Mais comme donc tu es, ancien, marin, et donc spécialiste drone, c'est l'occasion de revenir en particulier sur le cas des drones navals, qui sont parfois aussi un petit peu enfin, pas au cœur de l'attention, qui se focalisent beaucoup sur les drones, aériens. Donc est-ce qu'on peut considérer les drones, comme un moyen de maîtrise d'environnements particulièrement exigeants ou difficiles d'accès, qui sont propres, au domaine naval, donc par exemple les grands fonds marins? Et où on est concrètement, dans le développement et l'usage des drones pour, ce domaine particulier? Alors, le drone naval, c'est un sujet qui est passionnant, bien évidemment. On en a beaucoup parlé depuis le début du conflit ukrainien, voilà, comme ça a été dit, en guise d'introduction, c'est un des moyens que les Ukrainiens ont trouvé pour, en tout cas contrer, la supériorité maritime, et navale russe en mer Noire. Et donc ça a mis un peu le sujet sur le devant de la scène. Là encore, on pourrait s'amuser à faire un historique, des drones navals, mais on va plutôt regarder 2 zones, ou en tout cas 2 sujets un peu particuliers, heu, sur les zones difficiles d'accès parce que bien évidemment le drone, en tout cas les systèmes dronisés sont un moyen, d'atteindre soit des grandes profondeurs, soit des zones, qui sont plus difficilement, habitables. Un 1 cas auquel on peut penser, c'est l'Arctique. Bien évidemment, on ne va pas envoyer, et stationner des hommes, sous 45°, enfin moins 45°, évidemment. Et donc, pardon? Peut-être pas, vous êtes bien. Et donc, bien évidemment, l'utilisation de drones, est le recours principal pour avoir, une présence et une capacité de surveillance, de zones d'intérêt. Heu, Toujours, et l'Arctique fait partie de ces zones d'intérêt, croissants, vous le savez bien avec, le changement climatique, le réchauffement climatique et l'ouverture possible de la route maritime du Nord. Donc c'est évidemment un sujet d'intérêt pour la Russie, qui depuis, 2014, parle d'intégrer, au sein de sa marine et de la flotte, du Nord, les capacités et d'intégrer des drones pour faire de la surveillance le long de la côte. C'est en partie pour ça que vous avez un certain nombre d'aérodromes, d'aéroports qui ont été créés, sur le flanc nord de la Russie. En 2019, la Russie a annoncé avoir fait un premier test de drone, avec une endurance qui est estimée au moins à 4 jours,
au sud de l'Arctique. Et ce qui est intéressant, c'est que, si on croise ça avec, les besoins en système de navigation de ces drones, évidemment, les capacités GPS dans ces zones-là, enfin GLONASS pour la Russie, sont relativement limitées. Donc, il y a un besoin de bypasser, cette problématique et visiblement les Russes, depuis 2019, ont trouvé des moyens de le faire. Heu, En Arctique et comme dans beaucoup de zones, on l'a vu, assez récemment dans l'Atlantique Nord, il y a un principe de dissuasion par détection, qui s'applique, donc deterrence by detection, comme dirait un bon anglais. Heu, bon, c'est une notion selon laquelle donc en fait la surveillance, des moyens et des actions de l'adversaire va augmenter, le coût de ses actions et donc l'empêcher de mener un certain nombre, d'actions et donc c'est vraiment cet enjeu-là, en Arctique et le déploiement des drones, est au cœur du sujet. L'armée américaine, l'autre grand acteur, auquel on peut penser, a du retard, dans ce domaine. En 2021, l'US Army publie, ce qu'ils ont appelé une Regain the Arctic Domains Strategy, qui dans laquelle ils soulignent le besoin, d'avoir des drones qui sont adaptés à ces températures extrêmes. Voilà, il y a évidemment un certain nombre de problèmes avec le métal, les systèmes, les batteries, voilà. Et pour passer sur un deuxième sujet, qui sont les grands fonds marins, vous n'êtes pas sans savoir que la France a publié, une stratégie, enfin en tout cas le ministère des Armées a publié une stratégie, sous le mandat de madame Parly, qui était ministre des Armées à l'époque, sur, une ambition, qui fixe une ambition d'être capable d'atteindre, 6 000 m de profondeur. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'il y a un intérêt croissant, pour ces zones-là, notamment donc les câbles sous-marins de télécommunications, dont on parle beaucoup, mais aussi les infrastructures critiques et les réseaux énergétiques. On peut penser, au sujet, de sabotage, de Nord Stream, par exemple, qui est un exemple bien connu. Hem, c'est un milieu qu'on connaît aussi relativement mal et c'est pour ça que la dronisation est importante. Il y a une image que les marins aiment bien prendre, c'est que la surface de la Lune est mieux cartographiée que les fonds marins. On connaît moins de 10 des fonds marins avec une précision métrique. Ça vous donne une idée, du travail qui reste à accomplir pour cartographier, notre planète. Donc ces drones-là sont indispensables pour la connaissance de ces fonds marins. On a besoin de les cartographier pour tout un tas de choses, mais aussi, il y a des capacités qui sont recherchées et qui sont en cours de développement, donc ce qu'on appelle l'ISR, donc de surveillance, et de reconnaissance d'intelligence, mais aussi, sujet plus actuel, anti-mines avec les drones sous-marins et de guerre anti-sous-marine. Donc, il y a des briques qui sont évidemment importantes et qui sont des défis, qui restent à relever. On parlait un peu d'intelligence artificielle tout à l'heure, donc évidemment l'autonomie des drones sous-marins est un vrai sujet et une vraie marche, hein, et un vrai défi, qu'il va falloir relever puisque, les capacités de communication, sous la mer sont évidemment particulièrement limitées. Les fréquences radio circulent, enfin, se diffusent relativement mal ou en tout cas c'est assez compliqué. La diffusion laser est pas encore tout à fait, opérationnelle, sous l'eau, et les quelques capacités de liaison, c'est, du capacité Wi-Fi à quelques dizaines de centimètres, tout au plus entre différents systèmes de drones. Donc c'est un milieu qui est hostile, les drones sous-marins sont relativement coûteux. Pour autant, on a des grands programmes, depuis une dizaine d'années qui sont lancés. Donc on peut penser à l'Orca, américain, qui est un drone, qui fait à peu près 25-26 mètres, une cinquantaine de tonnes. Les Chinois, bien évidemment, ont, aussi des systèmes qui sont assez similaires, qui ont développé tout un écosystème, sous-marin en mer de Chine méridionale, ce qu'ils ont baptisé la grande muraille de Ch enfin, ce que nous on a baptisé la grande muraille de Chine sous-marine, qui est un réseau de détection, acoustique, sous-marin, qui se base notamment sur, des systèmes de gliders, heu, qui sont régulièrement, récupérés par les pêcheurs philippins. Il y a eu le cas encore ou indonésiens, il y a eu le cas encore la semaine dernière. La Russie évidemment n'est pas, absente, de ce domaine, avec un gros objet dont on ignore, encore tout à fait, heu, s'il est opérationnel à 100, c'est le drone Poséidon, voilà, aussi surnommé la torpille de l'Apocalypse, pour ceux qui aiment bien, fantasmer sur ce sujet, donc qui serait un drone à propulsion nucléaire capable d'emporter une charge nucléaire, mis en mis en œuvre par leur dernier, une de leurs dernières générations de sous-marins, donc le Belgorod. Et puis la France, aussi fait partie, des pays qui regardent attentivement et qui, expérimentent dans ce sujet.
Si on a raté le virage des drones aériens, la marine entend ne pas rater celui des drones navals et donc il y a un certain nombre, d'expérimentations et de programmes qui ont été lancés. On peut penser à l'UQUV de Naval Group qui est un gros drone, qui sera, probablement multifonction. Mais on a d'autres entreprises, on a beaucoup parlé des mines, autour d'Ormuz. Il y a un acteur qui est Exail, qui a beaucoup fait parler de lui avec ses capacités et ses développements de drones, de guerre des mines, qui fait le parallèle avec le programme du SLAMF, donc le système de lutte anti-mines du futur. Donc le premier exemplaire a été livré en 2025 à la Marine nationale par la DGA, et qui, ambitionne de droniser vraiment le secteur, de lutte anti-mines. Et les Ukrainiens, voilà, on a beaucoup parlé des drones de surface. À la fin de l'année 2025, ils auraient réussi, grâce à un drone sous-marin, à toucher un sous-marin Kilo qui était au port. Mais là aussi, c'est, le début, de l'arsenalisation, des drones sous-marins, en tout cas. Et pour, faire un petit peu de prospective et lancer, le sujet, des drones sous-marins, heu, 3 actualités entre guillemets. Déjà, la plus récente, c'est la réception du Narval, hein, donc un ROV, donc qui est pas tout à fait un drone, c'est un véhicule téléopéré, filoguidé, par le CHOM, mais qui aura une capacité de descendre jusqu'à 6 000 mètres, donc qui a été réceptionné, il y a 2 jours de mémoire, hein. La marine nationale qui s'est aussi illustrée en lançant un drone et en mettant en œuvre un drone sous-marin à partir d'un sous-marin Suffren, il y a quelques semaines et la les Britanniques ont été mentionnés avec leur Strategic Defense Review. Ils ont, dévoilé un projet qui s'appelle l'Atlantic Bastion, qui vise à mettre en œuvre une muraille, un réseau de détection sous-marin, et de surveillance, de l'Atlantique Nord, et qui se basera en très grosse majorité sur les capacités dronisées. Voilà, donc c'est un milieu dont les développements sont encore en balbutiement, mais avec des programmes qui sont lancés, des investissements assez importants qui arrivent. Donc dans les années à venir, dans les 3, 4, 5 ans, qui viennent, on devrait voir des développements assez importants. Merci, on espère effectivement que le virage du drone naval ne sera pas manqué. Pour continuer un tour d'horizon qui finalement dépasse, assez largement le simple champ de bataille, Julia, on a vu que les drones finalement comme d'autres technologies militaires sont devenus des lieux de coopération et de compétition et ils s'inscrivent dans des logiques d'alliance et d'influence. Il y a eu certains cas emblématiques, donc par exemple le Bayraktar turc qui a été beaucoup exporté, qui a été, très visible au début de la guerre en Ukraine. Autre exemple, c'est peut-être celui du Shahed qui lui illustre plutôt la coopération, entre la Russie et l'Iran. Donc la question ce serait à quel point les drones sont devenus un des modes de structuration des alliances, et des coopérations? Quelles sont les limites de ces coopérations? Ou est-ce qu'ils s'inscrivent simplement dans des dynamiques, qui sont préexistantes? Merci Louise. C'est vrai qu'aujourd'hui les drones, sont en train de devenir, des instruments très puissants pour accélérer les alliances. Quand on parle de la Turquie, on parle beaucoup de diplomatie du drone, donc du Bayraktar, TB2 dont tu parlais, qui est pour Erdogan, en fait, c'est pas seulement un drone en tant que tel, c'est aussi un produit, qu'il peut marketer, en fait, politico, si je peux dire stratégique, qui a une performance militaire qui est réelle, mais pas non plus, enfin, qui est un petit peu limitée, qui a un positionnement économique qui est intéressant, et compétitif et surtout, c'est une stratégie, d'influence qui est assumée, par l'État turc. Donc pour comprendre ce succès, il faut replacer un petit peu les choses sur le long terme. Pendant des décennies, en fait, la Turquie, elle a été, un importateur très dépendant des puissances occidentales, de ses alliés occidentaux. Mais il y a eu plusieurs, épisodes qui l'ont fait un petit peu, revenir sur cela et qui ont profondément marqué les décideurs, turcs. Il y a eu la crise de Chypre, en 63 et ensuite, les tensions qui ont été liées au S-400 en 2017 et donc suite à ça, la Turquie a un peu tiré une conclusion, qui est assez claire, c'est qu'une dépendance militaire, en fait, de la Turquie peut être une vulnérabilité, politique et donc c'est ce qui explique la stratégie, qui a été mise en place depuis le début des années 2000 et donc de construire une base industrielle et technologique de défense turque, qui est autonome et en faire un instrument, de puissance économique et diplomatique. Et donc aujourd'hui, en 20 ans,
la Turquie est devenue un exportateur majeur de drones, en partie, pas seulement, qui dépasse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Et la Turquie, elle est présente dans 180 pays. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est pas seulement la performance en fait industrielle, c'est vraiment la manière dont Erdogan, enfin je dis Erdogan, mais c'est la Turquie et les boîtes d'armement finalement ont pensé l'exportation du drone comme vraiment un outil d'influence. Et donc ça passe d'abord par une logique, ce qu'on appelle une logique de bundling, pour prendre un terme anglais, qui est lorsqu'un pays, en fait, achète des drones turcs, comme le Bayraktar, par exemple, TB2, il achète pas uniquement une plateforme. Il va acheter de la formation, un soutien opérationnel, parfois même un accompagnement, direct sur le terrain. Et donc là, le drone devient intégré à un écosystème, ce qui rend, en fait, l'utilisateur dépendant, de l'ensemble du dispositif turc. Après, Ankara met en place des mécanismes de lock-in, enfin, ce qui s'appelle lock-in. Et donc là, c'est vraiment ces relations qui s'inscrivent dans la durée, à travers des contrats donc, de maintenance, de formation continue, voire de coproduction. Et donc là, ça crée des coûts en fait, de sortie très élevés pour les États clients. Et ça les lie en fait, progressivement à la technologie turque et donc aux standards, aux chaînes de logistique turques. Et donc, c'est très stratégique en fait, ce que met en place à travers les TB2 la Turquie. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de créer un petit peu des relations de dépendance durable avec des États. Et finalement, en fait, la Turquie, elle se positionne dans plusieurs régions. J'allais vous donner des exemples ensuite, mais elle se positionne un peu comme une troisième voie. Elle vend pas comme les États-Unis et l'Europe, donc avec des contraintes peut-être plus politiques pour certains États. Et en même temps, elle n'est pas alignée sur les logiques chinoises et russes. Et donc, elle se positionne un peu au milieu. Et c'est pour des pays africains, par exemple, c'est très attrayant. Je reviendrai sur l'Afrique subsaharienne, mais par exemple, dans le Golfe, les drones turcs ont vraiment été un phénomène de recomposition géopolitique, politique. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Turquie, surtout entre 2017-2020, étaient ennemis et avaient quand même de fortes tensions. Et en fait, il y a un rapprochement qui a été amorcé à partir de 2021 et qui a été un peu matérialisé par des accords industriels de défense. Et donc, un an plus tard, les Émirats Arabes Unis achètent 2 milliards de dollars de TB2 à la Turquie. Et un an après, l'Arabie Saoudite achète 3 milliards de dollars de drones, cette fois-ci pas TB2, mais Akinci, à la Turquie. Et à ce moment-là, c'était vraiment le plus gros contrat d'exportation qu'avait jamais mené la Turquie dans l'histoire de la défense turque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution depuis donc 2022, 2023, et on est aujourd'hui en 2026. Et en fait, ces accords, avec le temps, ils ne sont pas du tout limités à des accords, enfin des livraisons ponctuelles. En fait, ils se sont accompagnés de projets de localisation industrielle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés saoudiennes qui produisent des drones trucs sur leur territoire. Et donc, ça crée une logique d'interdépendance en fait stratégique et pas seulement commerciale. Je parlais tout à l'heure de l'Afrique subsaharienne. La dynamique, elle est encore plus visible là-bas, plus ancienne, plus structurée. La Turquie utilise donc les drones comme outil d'entrée un petit peu sur les marchés sécuritaires africains. On parle beaucoup de la Libye, donc à partir de 2019, où là, les Turcs sont arrivés au soutien du gouvernement d'union nationale contre les forces du maréchal Haftar. En 2020, le Niger aussi a acheté des drones turcs dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. En 2021, l'Éthiopie a acheté et utilisé des drones turcs dans la guerre du Tigré. Et puis voilà, après, il y a plusieurs pays qui sont mis à acheter des drones turcs. Et aujourd'hui, aujourd'hui en 2026, mais les chiffres sont pour 2022, la Turquie avait déjà signé 25 accords en fait, de coopération militaire, enfin des accords de coopération militaire avec 25 pays africains. Donc ça montre vraiment que cette dynamique, elle est ancrée en Afrique subsaharienne. Et en fait, il y a quand même une limite assez importante qui est visible aujourd'hui dans la stratégie turque, qui est finalement qui est passée du soft power au hard power. C'est qu'à mesure que la coopération en fait, avec les pays africains s'intensifie, elle tend aussi à se militariser. Et donc, elle peut aussi risquer d'éroder tout le capital du soft power en fait, de la Turquie qu'il avait développé initialement. Et donc, pareil, je pense pour le long terme, elle pourrait à terme vraiment davantage s'associer à ce hard power, et la présence turque pourrait être associée à une logique d'armement en fait, et de conflictualité si on devait se positionner sur le long terme.
Je pense aussi à l'Asie centrale avec les drones turcs, on n'en parle pas beaucoup. Elle a été progressive, et plus stratégique en fait, depuis pareil 2021-2022, le Kirghizistan, le Kazakhstan, le Turkménistan acquièrent des drones turcs. Et donc maintenant il y a vraiment une implantation, une production locale, de drones, au Kazakhstan, et donc ça montre aussi encore une fois ce saut qualitatif qui a été fait. On passe de l'achat à l'intégration, industrielle. Et finalement, la Turquie aussi bénéficie du recul de la Russie depuis le début de l'invasion, en Ukraine depuis 2022. Et donc, comme il y a un recul relatif de la Russie qui justement vendait beaucoup, à ces pays-là, les drones turcs se placent un petit peu, dans cette échelle et arrivent à diversifier, en fait, à permettre à ces pays de diversifier leurs partenariats sécuritaires. Il y avait aussi qui est sur une échelle complètement différente, mais la coopération entre l'Iran et la Russie, peut-être pour terminer. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Depuis l'été 2022, la Russie, bénéficie de drones, iraniens qui sont les Shahed et qui sont utilisés massivement en Ukraine. Ils sont désormais produits localement sous le nom de Gueran. Et donc pour vous donner un chiffre de production, mensuel, en 2024, la Russie produisait 445 Gueran par mois. Donc pour vous montrer à quel point aujourd'hui, la production en fait, a dépassé quand même, enfin c'est une grande ampleur. Mais on parlait tout à l'heure aussi de coopération et d'alliance, et je pense que c'est important de revenir sur, le lien entre l'Iran et la Russie qui est parfois pas totalement compris. C'est pas une alliance, qu'ont ces 2 pays. C'est vraiment en fait, une coopération, un partenariat stratégique. Ils n'ont pas d'alliance militaire. Ça veut dire que beaucoup ont été surpris que la Russie ne soit pas engagée, pour aider l'Iran dans le conflit depuis, le 28 février 2026. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de clause d'assistance mutuelle dans un partenariat qu'ils ont signé l'année dernière, donc le 17 janvier 2025. Et en fait, c'est plus un partenariat qui est stratégique et qui porte sur de l'économique, du militaire, mais pour le coup, pas de clause d'assistance. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus une convergence d'intérêts, autour des Shahed, par exemple, des drones Shahed, où chaque acteur, en fait, compense un peu ses vulnérabilités, mais tout en conservant son autonomie stratégique qui est très propre, à la Russie et à l'Iran, et continue aussi cette, méfiance, réciproque. Donc voilà, ce panorama un peu turc et iranien, pour, vous dire, voilà, que les drones aujourd'hui sont pas seulement, des équipements militaires. En fait, c'est aussi des instruments de projection d'influence qui sont utilisés par, certains États, et ils sont capables d'ouvrir des marchés, de structurer, des partenariats, et justement de redessiner les équilibres régionaux. Jean-Pierre, vous disiez pendant votre première intervention que la technologie fait le virage, enfin, c'est la technologie qui fait le virage dans la doctrine. Ça soulève aussi, la question de comment utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça induit en matière de doctrine? Qu'est-ce que ça pose comme défi éthique? Heu, Parce qu'aujourd'hui donc, l'autonomisation avance en dehors de tout cadre normatif existant, au niveau international, sur ce sujet. Donc quels sont les défis éthiques et comment ne pas céder, soit à l'injonction fataliste qui voudrait que, la guerre de toute manière c'est atroce donc ça ne peut pas être régulé, ou alors à l'injonction pragmatique, disant que c'est une nécessité militaire. Voilà, comment on peut, conserver, une forme de principe, éthique dans les doctrines, Non, j'avais dit que je serais très court, Louise, sur le sujet. Bon, moi, la façon dont je vois les choses est assez finalement est assez simple. Vous avez 2 choses qui sont 2 choses différentes. Vous avez la question du respect du droit international. La question du respect du droit international, c'est avant la guerre. Le respect droit international, on parle d'état de droit au niveau national. Bah, il y a aussi un état de droit au niveau international. Celui qui ne respecte pas l'état de droit au niveau international, il se met en dehors finalement du fonctionnement d'un régime démocratique. Donc j'entendais quelqu'un, un directeur d'institut disant récemment qu'il fallait s'adapter à cette violation du droit international. Je pense qu'il ne faut pas y perdre son âme, sa philosophie et son influence. Parce qu'à un moment, la démocratie, c'est aussi ce qui fait notre influence.
au niveau français et au niveau européen. Donc il faut rester absolument dans les clous du droit international. Mais une fois que la guerre a commencé, c'est une question différente et là, vous êtes bien dans ce qui s'appelle, sur les questions d'éthique, de droit de la guerre et de droit humanitaire. Si imaginez, vous êtes ukrainien aujourd'hui. Votre pays, il risque de disparaître. Vous êtes en infériorité en termes de nombre de soldats, normalement en termes économiques, heu, le soutien des États-Unis, il disparaît, le soutien des Européens, on voit qu'on a du mal à suivre. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous défendez et vous défendez comme vous voulez et je pense que les questions de droit de la guerre et de droit de l'humanitaire, ça ne joue plus dans ce cas. Ça ne joue plus parce que tout simplement, c'est votre survie qui est en jeu et donc je pense qu'on est malheureusement entré, je dis malheureusement, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, mais on est malheureusement entré dans une période de guerre, Proche-Orient, en Ukraine, où les barrières, elles sautent, elles vont sauter petit à petit. Qui se souvient, ici, qu'en 2017, notre ministre de la défense avait dit: «Nous avons pris une grande décision, nos drones seront armés». Est-ce que quelqu'un se pose la question de savoir aujourd'hui si les drones doivent être armés ou non? Tout le monde accepte que les drones soient armés, y compris les Allemands, qui très longtemps ont dit: «On ne veut pas que nos drones soient armés». Donc je pense que sur ces questions d'éthique, on est dans une phase où, y compris en termes d'autonomisation, on va aller de plus en plus loin en fonction des capacités de l'intelligence artificielle et en fonction aussi encore une fois des questions de survie. Si vous avez un nombre de soldats insuffisant, je m'excuse, mais si pouvez avoir des terminators qui vous font la guerre, vous utiliserez les terminators. Les choses vont se passer comme ça. Une fois qu'on arrive aux accords de paix, bah là, la réglementation, elle va jouer et là, on interviendra, on reviendra souvent en arrière. Encore une fois, n'oublions pas que toute l'époque du désarmement, en Europe notamment, mais pas qu'en Europe, désarmement stratégique, c'est entre 1985 et 1995. C'est-à-dire la période de la fin de la guerre froide jusqu'à 1995 où les États-Unis considèrent qu'ils n'ont plus besoin du désarmement pour assurer leur sécurité. On reviendra sans doute à cette période et il faut le souhaiter. Mais aujourd'hui, je pense que malheureusement, et je dis bien encore une fois malheureusement, on est dans une période où on ne pourra pas faire autrement, que de faire sauter les barrières en termes d'éthique sur l'utilisation des armements. Je pensais pas conclure, la table ronde modérée sur quelque chose de si pessimiste. Julia ou Victor, si vous souhaitez rebondir, ou apporter une vision différente, sur cette question, bien sûr, vous pouvez et on va commencer aussi à prendre vos questions. Donc avec peut-être une priorité aux questions dans la salle et puis, sinon, enfin, si on a le temps, je prendrai aussi les questions en ligne. Donc oui, ici, il y a plusieurs questions, donc monsieur, avec le col roulé et monsieur, derrière avec la chemise, oui, vous. Voilà, peut-être pour commencer, heu, avec 2 premières questions. Ah bah, allez-y, oui, bien sûr, allez-y. Ça marche? Oui, OK. Oui, j'aurais une question sur, l'adaptation des équipements et armements, notamment européens, otaniens et surtout français, face aux drones. Je pense notamment aux armements lourds, aux équipements traditionnels terrestres comme, les chars ou encore, récemment pour le cas français, le programme Scorpion avec, les véhicules, Griffon, Jaguar et Serval. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui ces véhicules sont devenus obsolètes ou on va assister à une réelle transformation de ces derniers? Et pour finir, est-ce qu'on pourrait dire que le déploiement de troupes d'infanterie sur le champ de bataille est devenu trop dangereux ou trop risqué face aux drones? Merci. Merci. Alors les questions de l'autre côté de la salle, je sais pas si vous avez déjà un micro? Ou ouais, comme ça je prends dans l'ordre, en essayant de respecter à peu près l Alors, pour ce qui est de ma question, c'était plus sur les drones
et systèmes autonomes de haute valeur, du haut du spectre. Vous avez beaucoup parlé des munitions téléopérées, des drones, munitions rôdeuses, etc. Qu'en est-il de tout ce qui est pseudo-satellites, apps, ballons, et puis également drones vraiment du haut du spectre, type RQ-180 ou l'équivalent chinois qui sont nommés le WZ-X. On a le développement de certaines unités, de certains drones à très haute valeur ajoutée. Et quelle est leur place justement dans le champ de bataille moderne, notamment pour les missions d'ISR et de C4? Oui, merci. J'ai une question sur la supply chain parce qu'on parle d'objets technologiques, de microprocesseurs, etc., de digitalisation dans tout ça. Et on explique aussi qu'on est face à une crise sur les matériaux critiques. Et il y a une dépendance forte sur les matériaux critiques. Donc ma question, c'est quelle est la vulnérabilité ou la dépendance qu'on pourrait avoir sur la chaîne d'armement par rapport à ces matériaux critiques aujourd'hui? Merci. Madame, prenez le micro. Oui, je prends juste, enfin, peut-être qu'on fait les réponses aux 3 premières questions et je vous donnerai la parole pour la prochaine série. Et donc 3 questions. La première sur l'adaptation des équipements lourds, face aux drones. La seconde, enfin la deuxième plutôt sur les drones, haut du spectre et une troisième sur, les supply chains et les vulnérabilités sur, l'approvisionnement en matériaux critiques. Je sais Victor, si tu souhaites commencer et Mmh. Je vais tâcher de répondre à la première question, le mieux possible. D'abord sur l'adaptation des équipements terrestres, équipements lourds, donc chars, et puis, vous avez mentionné le programme Scorpion. Hem, c'est des matériels qui n'ont pas tout à fait disparu, en Ukraine. On parle évidemment beaucoup des drones, mais les chars restent employés, les véhicules d'infanterie restent employés. Simplement, ils le sont, différemment. Vous avez pas une masse de manœuvre, X, chars qui vont se rassembler à 20 kilomètres derrière la ligne de front pour manœuvrer, et tâcher de percer, le les lignes adverses. Heu, ils sont adaptés et utilisés différemment. Tout le monde a l'image, des chars avec les Cop Cage, assez massifs. Bon, bah, en fait, on va faire la même chose avec les Leclerc, hein. On le voit déjà dans les entraînements français. On va avoir la même adaptation de ce genre de système et après on peut les utiliser différemment. Le char, heu, qui est, un objet dont heu, qu'on a beaucoup employé pour faire du tir direct, hein, char contre char, bah, on va peut-être plus l'employer pour faire du tir indirect. Vous avez des systèmes qui sont très bien faits pour ça, d'autres un peu moins. Heu, donc ce type d'équipement est pas nécessairement obsolète, hein, d'ailleurs le développement de l'armée britannique, prévoit de les utiliser, toujours de manière assez importante. Ils ont ce qu'ils appellent le 20-40-40. Il y a toujours 20 de l'armée et la létalité, qui doit être, produite par ce type d'équipement. Après vous avez évidemment une part toujours plus importante à d'autres types de systèmes, récupérables ou, consommables. Heu, pour le déploiement des troupes, vous avez toujours des troupes, qui sont déployées en Ukraine. Vous avez besoin d'avoir, des boots on the ground, comme on dirait. Simplement, bah, vous dispersez plus, vous n'avez pas un amas de 100 personnes, vous avez des groupes, de 3 personnes, qui vont pouvoir tenir parfois des secteurs de 10 kilomètres, justement parce que les systèmes qu'ils emploient permettent de le faire, hein. Donc vous avez une dispersion des effectifs, mais il y a toujours besoin d'un déploiement de troupes. Il faut l'adapter, compte tenu de l'environnement dans lequel vous évoluez. Mais les troupes sont toujours présentes. D'ailleurs pour ça que vous continuez d'avoir des morts des 2 côtés. Je ne sais pas si vous voulez répondre à d'autres questions? Heu et sur la question sur les drones haut du spectre, en fait, on en revient à la question de où est-ce que vous employez votre système? Le Bayraktar, on l'a vu, il était très employé au début de la guerre en Ukraine. Et bah, quand l'environnement est devenu moins permissif, on les a moins utilisés parce que, quand vous avez un drone qui coûte un certain prix, et bah, c'est dommage de le perdre, assez facilement, parce qu'il est brouillé, parce que, il est abattu par un système de défense, antiaérien. Pour autant, le Bayraktar, il est moins présent, mais il est toujours présent en Ukraine, hein. Il fait de la surveillance aérienne. Visiblement, les opérations, en mer Noire, continuent d'employer, le drone TB2 et donc ces systèmes ont tout à fait leur place, hein, mais dans des environnements qui sont peut-être moins permissifs. Plus permissifs, pardon. Et sur le point sur les HAPS et les ballons,
On parle beaucoup de la très haute altitude ou du near space, comme diraient les Américains. C'est un domaine qui est en pleine exploration, ça s'est un peu réveillé, évidemment avec l'incident du ballon chinois au-dessus des États-Unis qui a été abattu. Heu, les Français ont aussi fait, ont aussi, abattu un ballon, dans le cadre d'un entraînement, qui évolue en très haute altitude. Donc très haute altitude, c'est la bande 20-100 kilomètres, heu, pour ceux qui voient pas tout à fait. Hem, enf il y a des investissements, il y a des développements qui sont faits, surtout dans le secteur civil, alors c'était envisagé pour le déploiement de la 5G, ça l'est encore pour le déploiement de la 6G. On n'est pas encore tout à fait sur la militarisation de la très haute altitude, c'est quelque chose qui est regardé, de plus en plus, c'est étudié. On est c'est pas demain, que vous verrez, je pense, ce type de ballon. Alors ça va arriver, relativement rapidement. Hem, cependant les grands programmes, dont on parle, donc il y a le Zephyr, mais qui emporte finalement une charge utile qui est très faible et le Stratobus, qui est un des projets assez emblématiques, en Europe, mais qui accuse des retards de développement qui sont assez importants pour l'instant et donc il est difficile de se projeter réellement sur l'utilisation de la très haute altitude dans les 2-3 années à venir. Merci beaucoup. Jean-Pierre, vous aviez, donc peut-être des éléments à apporter sur la question des supply chain, et des vulnérabilités donc qui concernent plutôt, l'industrie? Oui et aussi sur les peut-être sur les questions des systèmes de défense. Ce qu'il faut, c'est une cohérence globale, entre tous les systèmes. Donc ça va pas être uniquement des drones et votre cohérence globale, elle doit se faire aussi avec une enveloppe financière, hein. Ça aussi, c'est quand même un élément, bah, à prendre en compte. À un moment, il faut faire des choix, il faut faire prioriser, il faut éventuellement voir, si, bah, d'autres partenaires peuvent pas prendre les capacités à votre place ou, développer des capacités en commun. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là, il faut les regarder. Sur la question des dépendances critiques, oui, c'est regardé. C'est regardé de plus en plus. C'est regardé au niveau français, c'est regardé au niveau européen. Vous avez quand même maintenant 2 textes législatifs au niveau européen, sur le premier sur les raw materials et 2e sur les Chips Act. Vous avez dans le récent, programme, European Defence, Industrial Investment Programme, vous avez des dispositions également sur la sécurité d'approvisionnement, sur un certain nombre d'équipements de base qui pourraient être nécessaires aux armées. Donc c'est véritablement une question qui est, aujourd'hui, étudiée, en profondeur. À noter que les États-Unis ont le même problème, hein. C'est pas que nous, Européens, et eux également ont pris des mesures, de telle manière à essayer de s'assurer, pardon, sécurité d'approvisionnement sur tout ce qui est, matériaux critiques et composants de base qui sont utilisés dans les forces armées. Pour vous donner juste un petit exemple, il y a quelques années, on développé au niveau du Fonds européen de défense et c'était, demandé par les Français de développer une capacité, de filière industrielle sur les FPGA reprogrammables. Alors comme je suis un peu ingénieur, je vais avoir du mal à vous dire ce que c'est, mais enfin, grosso modo, les FPGA reprogrammables, c'est des chips, c'est des choses que vous mettez dans les questions électroniques où on n'avait plus de filière industrielle en France et donc une dépendance qui peut être critique en cas de conflit, quoi. Oui, pour compléter, ça répond pas directement à votre question, mais c'est sur, les supply chains pour l'Iran. On peut peut-être se poser aussi un peu la question, comment ils font aujourd'hui pour soutenir, leur approvisionnement alors qu'ils sont sous sanctions quasi continues depuis 2006. Donc je vais répondre à la question sous l'angle de l'Iran. Hem, Aujourd'hui, eux, ils ont un système d'innovation qui est extrêmement opaque, extrêmement fermé. Et qui concentre en fait toute la production, l'adaptation, la conception en fait, au sein de structures qui sont militaires et industrielles, enfin militaro-industrielles du régime. Et donc ça permet déjà, pas de dépendance extérieure et aussi une orientation qui dépend en fait directement, des priorités stratégiques, du régime. Pour certains équipements en fait, il y a eu beaucoup de, justement, quand la guerre en Ukraine a commencé,
on a vu qu'il y avait des composants de drones, Shahed, qui étaient, occidentaux. On a pu voir, des moteurs, qui étaient d'origine enfin qui étaient chinois, mais qui étaient inspirés de modèles, allemands, le Limbach. Et puis en fait des composants, japonais, sud-coréens et donc c'est à se demander en fait comment l'Iran fait pour avoir ces éléments-là, dans ses drones ou là c'était les drones, mais aussi dans ses missiles parfois et en fait c'est parce que ils ont vraiment développé avec le temps, une capacité tout à l'heure je parlais du low cost, sous contrainte et là c'est vraiment de pouvoir, contourner les sanctions et donc ils se sont vraiment adaptés et ils ont des c'est un peu un capitalisme parallèle qui se met en place quoi, pas officiel, celui qu'on voit pas et en fait, ils arrivent à se procurer, des équipements et ils s'en ont procuré, en fait, dans les années 90, en s'inspirant des technologies chinoises et aujourd'hui, ils emploient ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils démontent, les équipements occidentaux et eux, ensuite les copient, les adaptent et les utilisent, en fait, pour leurs drones, actuels. Donc aujourd'hui, on voit des systèmes inspirés de moteurs chinois qui sont eux-mêmes inspirés de moteurs allemands. Voilà, ça répondait pas à la question, mais c'était pour le donner le point de vue iranien. C'était très intéressant. Voilà. Hem, madame, vous aviez une question, voilà, et puis, monsieur, je pense qu'on va prendre peut-être, 2 questions et puis on verra si on a le temps pour une dernière. Bonjour, déjà merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je suis Noémie Rebière du Shift Project. J'aurais une question sur l'évolution du mix énergétique sur le champ de bataille avec l'arrivée de ces drones. Tout à l'heure, vous parliez de l'autonomie comme un véritable défi pour les drones. Donc j'imagine qu'en fonction des milieux, on ne va pas avoir les mêmes besoins énergétiques. Mais est-ce que vous pouvez nous dire rapidement avec quelles énergies fonctionnent ces drones et quels impacts ça va avoir sur la logistique énergétique militaire? Merci. Dans un premier temps, je voulais juste, rebondir sur une question qui avait été posée précédemment, sur la partie, des métaux critiques. La réponse n'est pas complètement posée, en termes de disponibilité à long terme, au sens où on se pose la question, par exemple, au titre de l'article 40 dans la loi de programmation militaire qui demande à, des fournisseurs de l'armée de stocker des matériaux critiques. Le point n'est pas, sur leur disponibilité à long terme et notamment les problématiques d'extraction. Donc on va avoir des problématiques d'approvisionnement et ma question était, plutôt sur, en termes de, planification de la guerre. Hem, le président de la République française a annoncé, une économie de guerre, mais enfin, de mon point de vue, j'attendais le plan qui allait avec. J'ai constaté que finalement il laissait, le, mmh, le l'économie libérale, gérait le marché de son économie de guerre et je voudrais savoir, pour vous, est-ce qu'il aurait été préférable d'avoir une structure, un programme finalement, d'industrialisation pour accompagner, les dires du président de la République? Merci. Merci pour ces 2 questions. Alors peut-être donc Victor sur la première pour commencer et Jean-Pierre, vous répondrez à celle sur l'économie de guerre et l'industrialisation. Ah, sur la partie, du mix énergétique, sur la ligne de front, et puis sur l'ensemble, des systèmes qui peuvent être employés. Je ne suis pas un expert, absolu du domaine, mais je vais essayer de ne pas dire, trop de bêtises, sur le sujet. Hem, sur la logistique, notamment, c'est un sujet qui est extrêmement important puisque vous avez des groupes, et des unités de drones qui vont être assez proches de la ligne de front, donc dans une kill zone, dans laquelle il est assez difficile d'évoluer, qu'il va falloir ravitailler, que ce soit en carburant, et en groupe électrogène. Il faut faire fonctionner ces groupes électrogènes parce que vous l'imaginez bien, la très grosse majorité des drones, fonctionnent sur batterie, donc il faut les charger, pour pouvoir les utiliser. Donc cette logistique, elle est possible uniquement, parce que vous avez un développement des systèmes de drones terrestres, de robots terrestres, qui aujourd'hui, occupent la plus grosse part, ne serait-ce logistique dans l'ensemble, des brigades, ukrainiennes. Vous avez, des unités qui sont dédiées, à la logistique, grâce et qui utilisent, des dizaines, centaines de drones, et de robots terrestres. Donc l'électricité est évidemment un des sujets majeurs, sur la ligne de front ukrainienne. Après, les systèmes, classiques,
et plus traditionnels utilisent les carburants qu'on connaît, et qui restent un sujet logistique évidemment assez important. Voilà. Hein, je vais contourner la difficulté de la question de Noémie Rebière sur la question énergétique, en disant que comme on avait travaillé avec Louise sur un projet, Fonds européen de défense, INDI sur, camps déployables, à l'étranger en opération militaire, le but c'était d'être self-sufficient en termes, énergétiques, et il y avait toute une réflexion sur le sujet. C'est prolongé aujourd'hui avec le projet Sentinelle, qui est la suite du projet Indy, et effectivement, on avait regardé toutes les questions notamment de consommation énergétique, et comment on pouvait effectivement avoir des camps qui, pouvaient s'alimenter eux-mêmes, en fait, hein, en énergie, et ne plus être dépendants du, heu, du pétrole, parce qu'enfin, on a vraiment une question, logistique derrière, et notamment de l'alimentation des équipements militaires sur le camp lui-même. Donc on a effectivement une vraie question, à ce niveau-là, et en plus, aujourd'hui, on n'imagine plus des grands camps de 2000, de 2 personnes. S'il faut que ça soit des plus petits, certainement des plus petits camps, ce qui pose d'autres problèmes en termes énergétiques. Mais c'est effectivement une vraie question. Après, j'avouerai que je ne connais pas exactement la consommation, les consommations énergétiques des drones, hein. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Sur la question de l'économie de guerre, attention, il ne faut pas confondre la question des stocks et la question des dépendances, critiques. La question des stocks, en fait, ça a été demandé, je crois que c'est l'article 49 et pas 40, la loi de programmation militaire. Ça a été demandé, en fait, parce qu'on considérait que justement, il fallait que les entreprises soient capables, de fabriquer, durant un certain temps, notamment en cas de crise, et qu'ils aient des stocks. En fait, quand on était en temps de paix, l'industrie de défense, elle a fonctionné en flux tendu, et tout le monde était en flux tendu, hein, y compris le ministère des Armées, avec des commandes qui étaient, notamment en munitions, qui étaient très faibles, et donc les entreprises n'avaient pas de stock. Donc vous avez cette question des stocks. La question des dépendances critiques, ça va plus loin. C'est, la question des éléments que vous devez acheter à l'étranger, et vous dites: «Ah, est-ce que je vais avoir un problème, en termes de sécurité d'approvisionnement?» Et là, vous êtes obligé d'essayer de reconstituer comment dire? Des filières industrielles. Vous avez un autre problème qui est que les entreprises de défense fabriquent en petite quantité, et que vous avez beaucoup de composants civils, hein, dans les armements, et bah, comme ils fabriquent en petite quantité, quand vous avez des commandes, ils passent en dernier. C'est les autres industries, les industriels, je sais pas, automobiles, autres, qui commandent en plus grande quantité, qui sont livrés en premier, et la défense est livrée en dernier. Donc vous avez une question de priorisation des commandes. Sur votre question sur les industriels, bah, oui, à la fois vous avez raison, et j'ai envie de dire vous avez tort. Non, c'est pas que vous avez tort, mais nos entreprises de défense sont des entreprises privées, et ce sont des entreprises qui, pour certaines, sont, sur les marchés financiers. Il faut qu'elles fassent des résultats, et des résultats positifs. Enfin, je veux dire, quand Dassault, vous fait en début d'année ses résultats, il vous dit: «Ouais, je fais 10 de marge, bénéficiaire». Et donc les entreprises, elles disent: «Attendez, mais moi je veux bien remonter en puissance, mais attendez, il me faut des commandes. Si j'ai pas de commandes, mes résultats ils vont baisser, et je vais plus avoir accès au marché financier». Donc vous avez un débat qui est extrêmement dur, effectivement, entre l'industrie et l'État, et notamment l'État français, sur ces questions de la remontée en puissance. À noter, et c'est peut-être une des choses qui a fonctionné le mieux dans les initiatives européennes en matière de défense, c'est toute la partie, justement, ce qu'on appelle ramp up, remontée en puissance, c'est-à-dire des crédits européens, qui vont aux entreprises pour développer leur capacité de production. Il y a eu un petit programme sur le sujet, qui s'appelait, ASAP, et moi je ne vais pas vous retrouver naturellement le sigle derrière, et dans European Defence Industrial Programme, alors c'est des queues, si je puis dire, des queues de budget, communautaire, puisqu'on est en fin de budget communautaire. Vous avez 1,5 milliard sur EDIP. Bah, sur 1,5 milliard d'euros, vous avez 700 millions sur cette question de remontée en puissance.
parce que finalement tout le monde s'est aperçu que c'est ce qui fonctionnait le mieux et que, bah, comme on n'a pas énormément pour le moment d'argent à mettre sur le sujet au niveau européen, bah, autant le mettre sur ce qui fonctionne le mieux, et ce dont on a le plus besoin rapidement. Merci beaucoup, à tous les 3. Comme il est, pile 20 h, on va pouvoir, on va s'arrêter là. Donc, on aura vu que les drones sont, omniprésents, qu'ils sont emblématiques d'un certain nombre de champs de bataille, et qu'ils sont à la fois moteurs de transformation et moyens d'adaptation, de dynamiques existantes. Donc, j'espère que cette conférence aura été instructive pour toutes et tous et je vous souhaite, une bonne soirée.